Et c'est précisément donc par une conférence débat sur la recherche que nous allons donc démarrer nos échanges. Et nous avons donc le grand plaisir d'accueillir le docteur Pierre-Jean Housset, neurologue, responsable du centre de recherche clinique du Gérontopole au CHU de Toulouse, et le professeur Sandrine Andrieux, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'Université Toulouse 3, praticien hospitalier au CHU de Toulouse, présidente du conseil scientifique en sciences médicales de France Alzheimer et également directrice d'une unité INSERM de santé publique, l'UMR 1027. Docteur Pierre-Jean Housset, je me tourne vers vous pour entrer directement dans le vif du sujet et vous poser donc cette question dont tout le monde attend la réponse. Quelles sont aujourd'hui les innovations thérapeutiques donc, pour lutter contre la maladie d'Alzheimer? Oui, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Parfait. Donc, votre question concernait les avancées qu'on peut attendre actuellement ou sur le court terme dans la maladie d'Alzheimer. C'est vrai que cette année, malgré le contexte qu'ont souligné les intervenants précédents, et je ne peux qu'abonder dans le sens de M. Jaouel qui a bien décrit l'impact délétère de la situation sanitaire à la fois sur la prise en charge de nos patients, mais aussi sur les processus de recherche. On pourrait en parler si vous le souhaitez. Donc, malgré cette situation difficile, nous avons connu cette année des avancées majeures dans le sens où c'est la première fois depuis très très longtemps, depuis 20 ans maintenant, que nous avons vu une étude positive dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Alors cette nouvelle, qui est une excellente nouvelle, doit être assortie de beaucoup de réserves, puisque j'imagine que la plupart de nos auditeurs aujourd'hui connaissent un petit peu les soucis qui sont attachés à cette avancée, donc à cette avancée thérapeutique. L'aducanumab, donc un anticorps monoclonal, a montré pour la première fois une corrélation entre ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire que ces traitements étaient tout à fait capables d'agir sur l'amyloïde cérébrale, et on le voyait très bien sur les examens d'imagerie, par exemple, par PET scan, de corréler cette action donc, que l'on connaissait à un bénéfice clinique. Et j'insiste en disant que c'est une avancée majeure de pouvoir avoir enfin cette corrélation. Simplement, vous le savez sans doute, il faut émettre quelques réserves puisque ces résultats sont encore en cours d'examen par les autorités d'enregistrement. Le laboratoire est allé très vite et a demandé donc une procédure d'enregistrement accélérée auprès des autorités sanitaires américaines. La demande est encore en cours d'évaluation avec des réserves liées au fait que cette étude a été interrompue avant son terme, ce qui fait que les résultats qui ont été publiés sont des résultats a posteriori et non pas des résultats comme on pouvait les attendre d'une étude menée dans son ensemble et jusqu'à son terme, que d'autres études ont été moins favorables, des études similaires ont été moins favorables. Dans tous les cas, nous avons actuellement une discussion sur ces résultats, mais ce qui est important, c'est que la porte est ouverte. Et si la porte ne s'ouvre pas en grand dans les mois qui viennent, comme on pouvait l'espérer, puisqu'on attend la réponse de la FDA, donc des autorités d'enregistrement américaines pour le mois de mars, si la porte ne s'ouvre pas en grand, dans tous les cas, elle est entrouverte et c'est une avancée majeure et un espoir pour les molécules similaires qui sont en cours d'investigation actuellement. Il y a au moins 3 autres anticorps qui sont en phase 3 actuellement, avec des résultats qui vont être échelonnés dans le cours de l'année qui vient ou de l'année suivante, et on peut avoir un espoir raisonnable et je pense parfaitement mesuré de dire que nous allons avoir un traitement enregistré pour la maladie d'Alzheimer, si ce n'est l'année qui vient, du moins l'année suivante.
existe d'autres voies qui sont en cours d'investigation, peut-être pour les mois à venir? Bien sûr, la voie de la protéine amyloïde a été ces dernières années la voie majeure d'investigation, ce qui explique pourquoi ce sont les anticorps donc anti-amyloïdes, les anticorps monoclonaux anti-amyloïdes qui sont maintenant sur cette ligne d'arrivée, on va dire, de résultats de recherche, mais les autres voies n'ont pas été négligées. Il y a notamment la voie qui implique la protéine Tau, avec en phase 2 actuellement toute une série d'anticorps anti-Tau qui sont investigués. Il y a encore d'autres voies euh, qui sont étudiées en ce moment, des voies non négligeable avec le contexte infectieux, par exemple, qui a pu être incriminé dans le développement de la maladie. On a un essai en cours de phase 3 avec un traitement qui agit sur une bactérie dont la toxine pourrait être associée au développement des lésions de la maladie d'Alzheimer. Et d'autres voies sont encore en cours d'exploration et vont arriver dans les années qui viennent. Je le répète, malgré un contexte difficile, et je le dis pour tous mes collègues de la recherche, cette année a été vraiment difficile, non pas en raison du contexte épidémique, mais bien en raison des mesures qui ont été prises par les divers gouvernements pour essayer d'enrayer cette épidémie, qui ont été délétères pour le fonctionnement global de la recherche. Donc, malgré un contexte difficile, une fin d'année très optimiste. Et je suis mesuré quand je dis ça, en sachant toutefois que l'enregistrement d'un traitement pour la maladie d'Alzheimer dans une forme très particulière, puisque s'il y a un enregistrement d'un médicament, ce sera dans une fenêtre particulière d'évolution de la maladie, dans des conditions un peu restreintes. L'enregistrement de ce médicament, si c'est une avancée majeure, posera aussi d'autres défis. Très bien. Et est-ce qu'il y a aussi donc des pistes de recherche pour agir donc sur la voie symptomatique de la maladie? Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison de soulever cette question. Si l'ambition de la recherche actuelle est de trouver un traitement qui agisse sur le cours de la maladie, qui puisse freiner la maladie, voire la stabiliser, voire améliorer les patients en agissant sur la maladie elle-même. Il ne faut pas négliger cette voie des symptômes, parce que, vous le savez, tous nos auditeurs le savent, les symptômes, notamment les symptômes comportementaux, sont les troubles qui font le poids de la pathologie et auxquels sont confrontés les aidants tous les jours et dont souffrent les patients. Et cette voie donc, des symptômes, je répète, notamment psychocomportementaux, doit être toujours explorée et il y a eu des avancées majeures. On a eu cette année l'enregistrement aux États-Unis et on attend incessamment l'enregistrement en Europe d'un traitement spécifique pour les hallucinations ou les délires associés à la maladie. On a actuellement un traitement en phase 3 très prometteur sur l'agitation ou l'agressivité qui peut être associée à la maladie, notamment dans ces stades sévères. Et donc, c'est des voies qui doivent être également maintenues parce que ça correspond à une demande et à un besoin. Merci. Peut-être une dernière question avant de passer la parole au professeur Andrieux. Le président Joël Jaouen a souligné l'impact délétère de la crise sanitaire. Vous l'avez évoqué sur le plan de la recherche, mais sur le plan de l'évolution de la maladie, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Et est-ce que là aussi, ça va vous apporter des pistes de recherche? J'ai mal entendu votre question. Vous me demandez si l'impact de la crise a été perceptible sur l'évolution de la pathologie. Absolument, le président l'a souligné, mais c'est important aussi d'avoir votre regard et de voir en tant que chercheur ce que ça va pouvoir aussi vous apporter.
c'est une question qui s'est ouverte dans le contexte actuel et qu'on n'avait pas imaginé quelques mois auparavant. On manque vraiment de recul. Comme l'a très bien dit le président Jaouen, l'impact immédiat sur les patients, on l'a tous vu. Et je le répète, non pas l'impact de la pandémie, mais bien des mesures associées à la maîtrise de la pandémie. Non, on est bien d'accord. Ce n'est pas le virus qui a altéré les patients, mais bien toutes les mesures de restriction, et notamment de l'absence de contact des patients. Pour la recherche, ça a été, euh, on a frôlé la catastrophe pour la recherche. Dans beaucoup de centres de recherche, dans beaucoup d'hôpitaux, pas à Toulouse, grâce au ciel et aussi aux intervenants locaux. On a pu maintenir l'activité dans beaucoup d'hôpitaux. La recherche s'est arrêtée. La recherche s'est arrêtée avec les visites qui n'ont pas été réalisées pour les patients. Et cet impact, donc à la fois sur le cours de la recherche, mais aussi, et là beaucoup plus largement, sur l'évolution des patients, on ne le mesure pas encore. On ne le mesure pas encore. On va le mesurer dans les prochains mois. Et comme vous le disiez très bien, Mme Delmotte, c'est un nouveau champ de recherche qui s'ouvre, un champ de recherche dont nous serions bien passés. Merci, merci beaucoup, docteur Rousset. Je pense que vous allez avoir pas mal de questions sur effectivement toutes ces innovations thérapeutiques. Professeur Andrieux, je me tourne vers vous. Donc, le congrès des essais cliniques de la maladie d'Alzheimer s'est déroulé en novembre à Boston. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce qu'il y a là aussi des raisons d'être optimiste, comme l'exprimait le docteur Rousset? Bonjour, merci de votre invitation. Alors effectivement, on peut penser qu'on aille aussi vers l'optimisme en matière de recherche, en dehors de la recherche thérapeutique dont a parlé le docteur Rousset avec beaucoup de précision. Je pense que sur le plan de la recherche en épidémiologie, qui était aussi abordée dans ce congrès, mais ce n'est pas le cœur de ce congrès, c'est une façon un petit peu élégante de l'aborder, j'ai trouvé. Ils ont demandé à une épidémiologiste de faire un petit peu, de se faire l'avocat de la recherche en épidémiologie par rapport à la recherche thérapeutique et de voir comment l'une et l'autre peuvent se compléter. Donc, c'était une présentation qui a été faite par Christine Yaffe de UCSF en San Francisco et elle a pu mettre l'accent notamment sur ses travaux personnels qui mettent l'accent aujourd'hui sur la recherche sur les troubles du sommeil comme étant un potentiel facteur de risque. Alors, on savait des choses sur le lien entre troubles du sommeil et maladie d'Alzheimer. Elle va un petit peu plus loin en faisant le lien entre troubles du sommeil et biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, en mieux caractérisant les troubles du sommeil, en allant un petit peu dans le détail des enregistrements. Et je pense que c'est peut-être une voie. Elle espère que dans les années à venir, on puisse mettre en place des essais d'intervention autour du sommeil et des troubles du sommeil chez les sujets à risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra, si vous voulez, aborder dans la partie discussion parce que mettre en place ce style d'intervention, ce n'est pas si simple. Alors ensuite, au-delà de cette intervention-là, il y a la réflexion un petit peu plus générale de comment finalement on passe de l'exposition à des facteurs de risque mesurés par des études de cohorte, des études d'observation, à finalement une sorte d'assurance comme quoi si on évitait l'exposition à ces facteurs de risque, on pourrait diminuer le risque de la maladie d'Alzheimer. Alors, elle n'a pas été très loin dans ce sens, mais il y a des travaux récents qui ont été publiés notamment dans le Lancet qui font finalement un rapport d'étape sur les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer dans une approche qu'on appelle la life course épidémiologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la life course épidémiologie? Finalement, c'est le fait d'être exposé à des facteurs de risque tout au long de sa vie et pour les chercheurs d'être en capacité de mesurer finalement l'effet de ces facteurs aux différents âges de la vie et de voir leur impact sur la survenue de la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a des travaux qui ont été menés récemment. Alors, ces travaux compilent finalement
tous les travaux de la littérature et apporte une information résumée pour essayer de quantifier quel est l'effet de tel facteur de risque et quel est l'effet de tel autre facteur de risque. Donc, c'est assez intéressant de voir la façon dont les chercheurs manipulent ces données. Donc, ils ont mis en évidence, enfin, ou analysé les données relatives à des facteurs de risque extrêmement connus, que l'on retrouve évidemment, et fort heureusement, ça veut dire que la recherche ne se contredit pas en permanence. Donc, ils ont bien évidemment montré qu'un bas niveau d'éducation qui arrive très très tôt dans la vie, auquel on est exposé très tôt dans la vie, peut avoir des répercussions sur la survenue d'une maladie d'Alzheimer à un âge plus avancé. Ils évaluent le risque à 7%, c'est-à-dire que d'après eux, si on donnait un meilleur niveau d'éducation aux plus jeunes, on pourrait éviter 7% des cas de maladie d'Alzheimer. On pourra discuter après sur la façon dont ces chiffres sont annoncés et la façon dont il faut peut-être les analyser avec quelques précautions. Ils ont mis l'accent aussi sur la perte de l'audition et l'absence de mesures correctrices de la perte d'audition qui peut apparaître aussi un petit peu plus tard que le niveau d'éducation, mais à l'âge, on va dire, moyen de la vie, chez les adultes plutôt jeunes. Tous les facteurs de risque cardiovasculaire à cet âge-là, on le sait, ont un impact sur le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer. Alors, ils évaluent à 2% l'effet d'une hypertension artérielle, à 1% l'effet d'une obésité qui arriverait à l'âge moyen de la vie. Et pour ces analyses-là, il semblerait que certains facteurs puissent intervenir plus tard dans le cours de la vie et que leur suppression pourrait aussi entraîner une nette diminution des cas de maladie d'Alzheimer. C'est notamment l'exposition au tabac, l'exposition aux facteurs autour de la dépression, l'isolement social des individus que l'on retrouve aussi, la notion de sédentarité. Alors, vous savez que là aussi, quelle que soit la façon dont on mesure l'activité physique des individus, on a vraiment l'impression que plus on est actif, meilleur c'est, à la fois pour l'appareil cardiovasculaire, à la fois pour tout un tas de maladies chroniques, y compris pour la maladie d'Alzheimer. Mais c'est bien la rupture de la sédentarité, c'est-à-dire le fait d'être juste actif et de supprimer la sédentarité qui est finalement un facteur complètement bénéfique. Et c'est peut-être pas la peine d'aller faire des choses très compliquées, mais juste éviter d'être sédentaire. Là, vous voyez, je vous parle, je pourrais être assise à mon bureau, mais je suis debout. J'ai un bureau qui monte et qui descend pour pouvoir travailler debout, parce qu'on sait que c'est un petit peu mieux pour le cerveau. Donc, on prend toutes nos précautions à Toulouse pour essayer de faire bien. Et alors, donc bien sûr, l'effet du diabète aussi à un âge un petit peu plus avancé. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette synthèse de la littérature, c'est que pour la première fois, ils ont mis l'accent sur un facteur de risque qu'on commence à bien connaître, qui est la pollution, avec notamment l'impact des particules fines. Alors, dans cette analyse-là, ils n'avaient pas les meilleures données, je pense, pour démontrer l'effet de la pollution, mais ce qu'ils voulaient faire, c'est ne pas démontrer l'effet de la pollution, c'est démontrer combien de cas de maladie d'Alzheimer on pourrait éviter si on supprimait l'exposition à des facteurs liés à la pollution. Et comme ils n'avaient pas énormément de données pour le mesurer, ils ont pris la notion d'urbanisme. Vous voyez qu'on ne va pas pouvoir finalement enlever les personnes des villes pour diminuer le nombre de cas de maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez le pas qui peut exister entre démontrer ce que l'on pourrait éviter en termes de nombre de cas en supprimant un facteur et la grande difficulté qui existe à supprimer réellement ces facteurs. Donc, avec cette liste de facteurs de risque, il conclut sur le fait qu'on pourrait penser éliminer 40% des cas de maladie d'Alzheimer, ce qui est énorme, mais aujourd'hui, il y a 60% des facteurs de risque qui ne sont pas encore connus et qui donc nécessitent finalement une amélioration des connaissances et une poursuite de la recherche en épidémiologie. Alors, ce contexte de Life Course épidémiologie, il est un petit peu compliqué parce qu'il suppose qu'on puisse suivre les sujets depuis le début de la vie jusqu'à l'âge avancé de la vie, jusqu'à ce qu'ils développent des cas de maladie d'Alzheimer. Et vous savez bien que ça, dans les faits, c'est extrêmement compliqué et que même si on y arrivait, il y a des cohortes anglaises
qui commencent à la naissance et qui finissent au décès. On voit bien que les personnes qui restent dans ces cohortes à un âge avancé sont des personnes un petit peu particulières qui ont certainement évité tout un tas de pathologies, en tout cas qui ne sont pas décédées de ces pathologies chroniques qu'ils auraient pu rencontrer tout au long de leur vie. Donc, c'est des travaux qui font énormément d'hypothèses sur lesquelles il faut rester prudent, mais qui nous donnent des voies de recherche pour essayer finalement, à terme, d'arriver à avoir une vision un petit peu positive de cette recherche en épidémiologie. Alors, la vision positive, alors comme le docteur Rousset vous l'a précisé, on a finalement aujourd'hui, on peut être optimiste sur le plan de la recherche de l'innovation thérapeutique, on peut aussi être optimiste sur l'impact des mesures de prévention qui ont été mises à disposition des communautés, pas à dessein de diminuer le risque de la maladie d'Alzheimer, mais qui ont été mobilisées pour diminuer l'impact des maladies cardiovasculaires et l'impact du cancer. Et aujourd'hui, on a des données relativement solides qui montreraient que tous les 10 ans, finalement, on peut espérer, voire diminuer de 13% l'incidence de la maladie d'Alzheimer à un âge donné. Vous voyez que ce n'est pas neutre. Hein. Alors, on a du mal, bien évidemment, à rattacher cette diminution d'incidence à un âge donné à un facteur en particulier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont modifiées d'une décennie à l'autre. Je suis sûre que si vous repreniez juste quelques présentations sur la maladie d'Alzheimer il y a 10 ans par rapport à ce qu'on peut dire aujourd'hui, les choses ont complètement évolué et c'est tant mieux. La recherche a évolué, mais voyez bien que là, quand on est en train de parler de l'évolution du nombre de cas et qu'on diminue ces cas aujourd'hui, on observe une diminution des cas, on ne sait pas trop si c'est lié à un meilleur niveau d'éducation globalement, puisque ces travaux-là portent quand même sur les pays avec un haut niveau de revenus, ou est-ce que c'est lié aux facteurs protecteurs qui ont été diffusés pour réduire les maladies cardiovasculaires et les cancers. On peut espérer qu'on assiste là à un effet collatéral bénéfique sur la maladie d'Alzheimer. Alors tout cela, c'est bien joli, mais ça fait quand même des hypothèses très fortes, des hypothèses selon lesquelles, si on supprime ce facteur, on va réduire de fait encore plus la maladie d'Alzheimer. Et il ne suffit pas de savoir, vous le savez bien, que tel facteur est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un il faut bouger, il faut arrêter de manger gras, il faut faire de l'activité physique, etc. On sait bien que de la connaissance à l'action, eh bien, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Alors, certains se tentent de faire des études d'intervention, et on en a quelques expériences à Toulouse, pour démontrer l'effet préventif de certaines interventions potentiellement protectrices. Les effets sont souvent décevants, alors même qu'on a vraiment accumulé beaucoup d'évidence en épidémiologie. Mais je terminerai en disant qu'il y a quand même un point sur lequel aujourd'hui il n'y a pas trop de discussion, c'est effleuré de temps en temps, mais toute l'épidémiologie que l'on a faite jusqu'à présent et pour laquelle nous avons les données dont je viens de vous parler et les données qui sont publiées de façon les plus actuelle possible, toute cette épidémiologie repose sur une maladie d'Alzheimer qui n'existe plus, repose sur une maladie d'Alzheimer dont on faisait le diagnostic à un stade très avancé, au stade où il y avait des répercussions sur la vie des sujets avec un impact fort sur les activités de la vie quotidienne. Aujourd'hui, vous le savez, on fait le diagnostic très en amont grâce aux biomarqueurs de cette maladie. Et l'épidémiologie de la maladie d'Alzheimer définie par les biomarqueurs, on ne la connaît pas. Donc, là aussi, on peut espérer beaucoup de choses. Alors, il y a bien sûr des études qui injectent ces biomarqueurs, si je puis dire, dans des études d'observation de façon à mieux connaître cette épidémiologie. Mais il y a fort à parier qu'on va affiner notre connaissance en épidémiologie grâce à ces nouvelles définitions de la maladie. Merci beaucoup, professeur. Vous avez cité donc une liste de facteurs de risque qui est quand même très, très importante. Si on devait mettre en place une politique de prévention dédiée, quelles seraient pour vous les priorités? Est-ce que ce serait bouger? Est-ce que ce serait la nutrition? Est-ce que ce serait arrêter de fumer? Est-ce que ce serait lutter contre l'isolement social? Est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui définir des actions prioritaires, encore une fois, pour une prévention dédiée? Alors, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que, de mon point de vue, le message, il ne doit pas être homogène pour toute la population.
il y a des sujets qui vont avoir un fort tabagisme et on peut leur conseiller pour tout un tas de raisons. Et même si on n'a pas forcément la démonstration ultime du lien avec la maladie d'Alzheimer, je prends un mauvais exemple parce que là, on commence à avoir une accumulation de connaissances, mais on sait bien que d'arrêter de fumer va être aussi bénéfique pour d'autres types de maladies. Donc, peut-être que le risque lié à la maladie d'Alzheimer et le risque lié aux troubles de la mémoire est un levier supplémentaire pour faire en sorte que les gens adoptent un comportement de vie, un style de vie un peu vertueux avec une activité physique plus régulière, une alimentation équilibrée et peut-être éviter le tabagisme excessif, l'alcoolisme excessif, etc. Après, on sait aussi que les personnes qui sont les plus à risque et qui cumulent certains de ces facteurs de risque, souvent ont d'autres difficultés par ailleurs. Et c'est vrai que dans un monde idéal, on peut supprimer ces facteurs, mais si ces personnes vont avoir un alcoolisme excessif, une sédentarité, ils ont peut-être aussi d'autres difficultés dans la vie qu'il faut mieux appréhender. Alors, pour le message global, je pense qu'il n'y a pas un message uniforme pour la population. On peut offrir à la population, et c'est pour ça qu'on avait fait des travaux sur les interventions multidomaines, c'est-à-dire comme il y a plusieurs sources potentielles et plusieurs cibles potentielles pour diminuer le risque de la maladie d'Alzheimer, proposons-les de façon générale et les individus picoreront un petit peu finalement les interventions qui leur paraissent les plus appropriées et idéalement, il faudrait leur donner des messages un petit peu ciblés. Alors peut-être que ce n'est pas forcément dédié à prévenir la maladie d'Alzheimer, mais l'OMS met en place un programme ICOP pour mieux prendre en charge et de façon très intégrée des personnes vieillissantes en leur posant la question de savoir qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui les motive pour finalement changer leur comportement, pour continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je pense que ça peut complètement s'adapter à la maladie d'Alzheimer. Si on dit à une personne, allez, à partir d'aujourd'hui, faire de l'activité physique, arrêter de manger gras, et arrêter de fumer, arrêter de boire, etc. Si on ne lui donne pas un levier suffisamment important, cette personne peut ne pas voir l'intérêt d'arrêter tout ce qui lui fait finalement du bien à un moment donné, hein, parce qu'il y a un plaisir à manger gras, il y a peut-être un plaisir à être sédentaire par moment, mais elle ne va pas voir le lien avec la mémoire et la maladie d'Alzheimer. Donc ça passe par une étape de connaissance, mais au-delà de la connaissance, on sait bien que ça ne suffit pas. Il va falloir trouver des leviers. Et un des leviers peut être de lui dire, mais si vous voulez continuer à faire telle ou telle chose qui vous tient à cœur, partir en vacances avec vos petits-enfants, etc. Ça, je pense que c'est un levier sur lequel on peut agir et en offrant finalement une prévention qui est multicarte, plutôt que d'aller d'emblée vers quelque chose d'homogène. Alors, on sait bien qu'après, la promotion de la santé, hein, tout ce qui est bon pour le cœur, le cerveau et toutes les maladies chroniques en général, hein, il y a peu de choses qui se contredisent actuellement. Les messages sont parfois difficiles à diffuser dans la population, mais il y a peu de choses qui se contredisent. Voilà, donc je crois qu'il n'y a peut-être pas, je ne choisirais peut-être pas un facteur parmi tant d'autres, mais j'essaierai de trouver le levier qui va faire que la personne change un petit peu son comportement pour la remettre dans un comportement, on va dire, de bonne santé, pour essayer de retarder autant que faire possible la survenue de la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés dans la presse, notamment la semaine dernière, sur le stress, qui serait aussi un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer, l'anxiété. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Comment on peut recevoir ce type d'information? Est-ce qu'il vient s'ajouter à tous les facteurs que vous avez déjà cités? Oui, c'est vrai que l'anxiété et la dépression fait partie de la liste, peut-être que je ne l'ai pas cité tout à l'heure. L'anxiété et la dépression, évidemment, hein, à éviter au maximum. Et vous voyez bien que les conditions actuelles font que tout le monde est soumis. Alors, souvent, c'est dans le cadre de l'activité professionnelle. Quand ça dépasse ce cadre-là et que ça vienne gêner votre vie courante et en permanence, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir sur un certain nombre de pathologies chroniques. Alors, on sait, hein, le stress, les effets du stress, sources qui agissent sur facteurs de risque cardiovasculaire, sur l'inflammation, etc. Et on ne peut que souscrire au fait que ces facteurs-là
devrait être autant que possible supprimé, mais vous voyez bien que quand on dit ça, c'est un vœu pieux, hein, mais supprimé pour éviter que ne survienne la maladie d'Alzheimer après quelques années d'exposition à ce stress. Et peut-être une question sur l'augmentation du niveau d'éducation que vous avez également cité. Et vous disiez, il faut quand même considérer ce chiffre, notamment de 7% que vous avez cité. Il y a des nuances, il faut prendre certaines précautions. Vous pouvez nous en dire plus en quelques mots? Alors, la nuance que j'ai introduite, alors, le niveau d'éducation, vraiment, c'est un facteur de risque qui est constamment retrouvé, hein. Plus on a un niveau d'éducation élevé, alors il y a plusieurs hypothèses derrière sur le fait que quand on a un niveau d'éducation élevé, on augmente un petit peu sa réserve cognitive et donc finalement on est mieux armé pour finalement subir des agressions au fur et à mesure de l'avancée dans le temps et des agressions qui peuvent survenir et conduire in fine à des troubles de la mémoire. On sait qu'on compense un petit peu mieux les difficultés, on a des réseaux de compensation qui vont être plus facilement activés, donc à l'occasion d'une difficulté, on va mieux compenser. Le bémol que je mettais, c'est sur, une fois qu'on a dit il faut améliorer le niveau d'éducation des personnes, eh bien, c'est difficile à en mettre en œuvre. Alors, dans notre pays, encore à l'heure actuelle, l'école est obligatoire et il a été démontré dans des très jolis travaux qui ont été menés dans le cadre de l'étude Constance, la cohorte Constance, que l'augmentation obligatoire de la durée d'instruction des enfants était associée pour ces cohortes-là de sujets à de meilleures performances cognitives à des âges plus avancés. Donc, on voit bien qu'il y a un effet très net du niveau d'éducation et de la durée du niveau d'éducation. Mais là où je mets le petit bémol, c'est que les enfants qui n'arrivent pas à atteindre ce niveau d'éducation, eh bien, c'est ni de leur faute, ni de la faute des sociétés, hein, quelquefois, parce que là, si on sort de notre cadre franco-français et pays avec un haut niveau d'éducation, on voit bien quelles peuvent être les difficultés d'avoir ce message-là dans des endroits où il n'est pas si simple que ça de pouvoir avoir accès à un niveau d'éducation optimal, si je puis dire. Et c'est tout là aussi l'écart entre ce que l'on dit dans des pays où on a un bon niveau d'éducation, des pays qui sont avec des moyens suffisants par rapport à ce qui pourrait être dit, et c'est certainement eux qui en ont le plus besoin, dans d'autres pays avec des niveaux d'accès à l'instruction et après plus largement d'accès aux soins beaucoup plus compliqués. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer aux questions des personnes donc, qui nous suivent derrière leurs écrans. Peut-être une question pour vous, professeur Andrieux, et ensuite il y en aura plusieurs donc, pour le docteur Housset. Professeur Andrieux, que faut-il conseiller aux enfants dont les parents ont une forme héréditaire de la maladie? J'avais coupé mon micro. Alors, la forme héréditaire de la maladie d'Alzheimer, il y a des travaux hein, qui, aujourd'hui, sur des essais dans des communautés où il y a beaucoup où il y a une forme particulière de la maladie qui est héréditaire. Alors, il faut faire attention quand on parle d'hérédité de la maladie d'Alzheimer parce que les formes purement héréditaires, elles sont quand même très peu nombreuses, hein. Après, il y a des susceptibilités génétiques, notamment dans les travaux qui ont tenté de démontrer quel pourrait être l'effet de la suppression d'une particularité génétique qui est la POE4, ça pourrait diminuer de 7% les cas de maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez qu'il y a des susceptibilités génétiques qu'il faut prendre en compte, mais qui n'ont peut-être pas, dans la grande majorité des cas, hein, n'ont peut-être pas l'impact qu'on voudrait bien lui donner finalement. Hein. Donc, à ces personnes-là, alors il faut savoir si c'est vraiment des maladies dominantes, enfin des maladies purement héréditaires et qui sont très très rares, hein, ou des personnes qui ont dans leur entourage des parents qui ont eu la maladie d'Alzheimer. Là, aujourd'hui, alors pour essayer d'étudier un petit peu plus finement ces liens-là, on va mettre en place une cohorte, notamment pour travailler là-dessus, mais je dirais que tout cela est quand même à l'étude. Il faut quand même rassurer les gens d'avoir un parent atteint de maladie d'Alzheimer. C'est peut-être moins grave que de fumer, d'être sédentaire,
de ne pas faire attention à son activité physique ou sa nutrition, etc. Donc, je crois qu'il faut être quand même aussi rassurant, hein, pour les personnes qui viennent. Et alors, si la personne s'inquiète de sa mémoire, là, je vais laisser la parole au docteur Rousset. Il y a sans doute des choses à faire, hein, et on ne peut pas rassurer à tort des personnes. Mais si ce n'est qu'en termes généraux de facteurs de risque, je crois que les maladies vraiment héréditaires concernent une toute petite partie de la population. Merci beaucoup, professeur. Docteur Rousset, sur ce sujet, vous souhaitez ajouter un complément? Non, juste, Sandrine l'a très bien dit, les formes héréditaires pures, c'est-à-dire les formes autosomiques dominantes de la maladie, sont des formes rares, mais ça touche malgré tout un nombre non négligeable de patients. Et il faut souligner qu'il y a actuellement des essais thérapeutiques dirigés spécifiquement sur ces formes de la pathologie, notamment l'étude de Diane, qui est toujours en cours, qui a été négative sur les tentatives thérapeutiques, on va dire, antérieures, mais qui ouvre à partir là ces mois-ci de nouvelles pistes de traitement pour ces formes héréditaires de la pathologie. Mais je ne peux que vraiment que redire ce qu'a dit Sandrine Andrieux en disant qu'on est on est à la marge de la pathologie et qu'il ne faut pas que nos auditeurs pensent que cela concerne l'hérédité au sens, j'allais dire, au sens habituel du terme, c'est-à-dire avoir un parent ou un ascendant ou un collatéral atteint de la maladie, ce qui est beaucoup plus fréquent et qui ne rentre pas du tout dans ce cadre des maladies autosomiques dominantes. Merci beaucoup. Alors, docteur, un auditeur nous demande où en est la recherche sur la corrélation entre ce que l'on nomme le deuxième cerveau, les intestins et la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a des liens? Oui, oui. Alors, bon, je ne vais pas gloser sur le terme deuxième cerveau, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions de recherche actuelles qui s'intéressent au microbiote, c'est-à-dire effectivement à l'environnement complet, y compris bactérien, de l'individu et notamment tout ce qui se passe au niveau de la sphère digestive. Sandrine a parlé de l'étude de l'initiative, pas l'étude, de l'initiative ICOP. Dans cette même veine, nous avons à Toulouse implémenté une vaste étude, d'observation du vieillissement avec des moyens considérables, donc qui s'appelle l'étude Inspire, où on va beaucoup s'intéresser justement à cet environnement et au microbiote et aux aspects un petit peu collatéraux. Il y a actuellement, il va y avoir l'an prochain, en tout début d'année, je pense, premier trimestre, une étude qui va impliquer une étude donc de phase 3, qui va impliquer un traitement qui agit directement sur ce microbiote avec une molécule d'origine chinoise qui va être testée à partir, je pense, du mois de mars-avril. Très bien, alors une autre question. Ne peut-on pas envisager, est-ce que vous y êtes favorable, à un dépistage systématique, donc à partir de l'âge de 50 ans, comme cela existe dans d'autres maladies, afin donc d'avoir une prise en charge qui soit la plus en amont possible? Là, vous ouvrez une discussion très vaste et je ne pense pas que notre cadre, malgré tout restreint d'intervention actuelle, de permettre de répondre à ces questions. Le dépistage, c'est-à-dire quand on parle de dépistage, on en a les moyens, Sandrine Andrieux l'a très bien dit, nous avons des biomarqueurs très performants actuellement et nous avons les moyens de détecter la maladie d'Alzheimer, le processus pathologique de la maladie d'Alzheimer, on a les moyens de le détecter dans la phase préclinique, c'est-à-dire bien avant l'apparition des symptômes. On en a les moyens. Actuellement,
les autorités de santé, l'HAS, tous les comités d'éthique ont dit que cette démarche n'était pas éthique et donc pas raisonnable. Pour des motifs divers, le motif principal, l'argument principal est que nous n'avons pas de traitement à proposer, peu d'actions correctives à proposer. Si les pistes qu'a évoquées Sandrine sur des corrections du mode de vie pour aller vers quelque chose, tu as dit Sandrine, de vertueux, je n'aime pas trop le terme vertueux, et tu le sais, et tu le sais, mais en tout cas, un mode de vie, on va dire, qui serait plus à même de protéger. Si ça marche, oui, très bien, allons-y, dépistons. Si on a des traitements qui arrivent, des traitements médicamenteux efficaces, dépistons. Si c'est dépister pour savoir, c'est un vaste débat. Et je vous le dis, dans le cadre, dans notre cadre, je ne me lancerai pas dans cette discussion, bien qu'ayant un avis personnel sur la question, mais on est bien sur des avis personnels et non pas argumentés sur des faits scientifiques. Merci. Alors, une autre question qui nous est posée par un auditeur. Est-ce que les maladies hépatiques peuvent être un facteur de risque ou est-ce qu'elles peuvent avoir des conséquences sur l'évolution d'une maladie d'Alzheimer? À ma connaissance, non. Il n'y a pas eu d'études ni de travaux publiés sur l'influence spécifique de maladies, de maladies hépatiques. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle maladie hépatique. Il est certain qu'une hépatite C, par exemple, est une maladie auto-immune générale et on ne peut pas négliger un impact au niveau cérébral. Mais de façon, voilà, pour faire court, non, pas d'études publiées là-dessus. Bien, alors une autre question. Est-ce que vous constatez une augmentation des cas chez les personnes âgées de 30 à 65 ans? Non, pas du tout. Pas du tout. Non plus. Pas du tout. Là c'est mon amie Sandrine qui pourrait répondre, puisque on est sur l'épidémiologie. L'épidémiologie de la maladie d'Alzheimer, elle s'est modifiée. Elle s'est modifiée pour des raisons diverses, pour des raisons diverses. Sandrine a très bien expliqué. La maladie que l'on décrit actuellement n'est pas la maladie que l'on décrivait il y a 20 ans, mais dans tous les cas, les chiffres de l'incidence et de la prévalence, là c'est Sandrine qui me les fournit, donc c'est moi qui prends ce qu'elle me dit, montre simplement une régression un petit peu de l'incidence à tous les âges, une régression de l'incidence que l'on juge très probablement liée au progrès dans les traitements des pathologies cardiovasculaires, probablement. C'est une corrélation qui paraît évidente. En revanche, l'incidence continue à augmenter, mais elle augmente dans les tranches d'âge élevées en raison de l'augmentation de l'espérance de vie. Et en aucune façon, on ne voit une augmentation ni d'incidence ni de prévalence dans les tranches d'âge jeunes, en aucune façon. Merci. Alors, peut-être une question pour vous aussi, professeur Andriot. Est-ce qu'un choc affectif peut être à l'origine de la maladie? Est-ce qu'il peut déclencher la maladie? Alors, quand on parle des chocs affectifs, on peut… il y a beaucoup de choses qui sont souvent attribuées à un choc affectif. On l'a beaucoup évoqué dans le cadre d'autres maladies chroniques comme le cancer. Vous imaginez bien que dans le choc affectif, il y a l'origine de ce choc, il y a toutes les conséquences inhérentes au choc en matière de dépression, de stress, d'anxiété. Donc, c'est très difficile de répondre à une question comme cela en disant oui ou non. Je ne pourrais pas répondre, mais comme on sait que la dépression, l'anxiété et les difficultés à gérer certaines difficultés peuvent conduire à certains troubles, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire le lien? La difficulté que j'y vois sur le plan de la recherche, c'est que vous faites là appel à de l'épidémiologie qu'on appelle presque autobiographique, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir des cohortes de sujets pour lesquels on ait renseigné les événements traumatisants de la vie qui peuvent être extrêmement variés d'un individu à l'autre et faire le lien entre ce facteur-là et la survenue de la maladie
indépendamment par ailleurs des autres facteurs que nous connaissons aujourd'hui comme étant impliqués dans la survenue de la maladie. Donc, c'est quelque chose qui peut être étudié, mais dont je perçois la complexité là au moment de l'analyse. Très bien, merci. Alors, un auditeur nous demande aussi davantage d'informations sur les biomarqueurs. Donc là, est-ce qu'il y en a davantage? Est-ce que, docteur Housset? Comme Sandrine Andrieux pourrait parfaitement répondre, les biomarqueurs, donc biomarqueur, ça signifie, qu'on soit bien d'accord, un biomarqueur, c'est un marqueur que l'on recueille pendant la vie du sujet, pendant la vie du sujet, et qui permet d'affirmer, qui est totalement corrélé, un terme qui permet donc d'affirmer l'existence d'un processus pathologique. Dans le cas précis, le processus pathologique amyloïde de type Alzheimer. Ces biomarqueurs, on les a. Les biomarqueurs du liquide céphalorachidien, que l'on donc analyse du liquide céphalorachidien par la fonction lombaire, geste très simple qui prend 5 minutes. Beaucoup plus invasif, les biomarqueurs d'imagerie, parce que beaucoup plus coûteux, mettant en jeu des techniques qui ne sont pas à la portée de tous les centres, mais ça existe, on sait très bien le faire, et je le répète, ces biomarqueurs existent. Le problème actuel des biomarqueurs, c'est leur mise en pratique, en pratique clinique. Même si j'ai dit que la fonction lombaire était un geste anodin, c'est sûr que ça reste quand même malgré tout un geste traumatique, et je le répète, les biomarqueurs d'imagerie ne sont pas à la portée de tous les centres et de toutes les bourses. On attend avec impatience la mise en pratique des biomarqueurs sanguins. Les biomarqueurs sanguins, ils existent, ils ont été validés, parfaitement validés. Ils existent, on attend leur mise en pratique réelle dans la pratique clinique, et c'est une affaire, j'allais dire, de semaines. Et là, ça changera totalement la vision des choses et notre pratique quotidienne, quand sur une simple prise de sang, on pourra mettre en évidence ce processus pathologique avec toutes ces questions que vous m'avez déjà posées sur l'intérêt d'un dépistage, etc. Mais dans tous les cas, ce sera une avancée majeure pour les patients et pour les praticiens, bien sûr. Merci. Et peut-être une dernière question donc sur la recherche sur la maladie à corps de Lévy. Est-ce que là aussi, les travaux progressent? Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste? Ma réponse va être mesurée dans le sens où la maladie à corps de Lévy n'est pas un axe de recherche, on va dire, privilégié actuellement. Il y a eu des essais spécifiques à la maladie à corps de Lévy, peu nombreux, mais bien menés et avec des résultats, je dois dire, jusqu'à ce jour négatifs, totalement négatifs. Il y a très peu d'essais, à ma connaissance, sur les derniers essais enregistrés sur le site clinicaltrials.gov, le site américain qui recense tous les essais en cours. Il y a actuellement 178 ou 180 essais de phase 2 et 3 dans la maladie d'Alzheimer dans le monde, ce qui est énorme. S'il y a 3 essais sur la maladie à corps de Lévy, c'est le grand maximum. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était un échange particulièrement riche. Alors, je n'ai pas pu prendre toutes les questions, mais on essaiera vraiment d'y apporter un maximum de réponses dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, docteur Housset. Merci beaucoup, professeur Andrieux, pour votre temps et puis aussi pour ces bonnes nouvelles. On croise les doigts que vous nous avez apportées. Et très bonne journée à vous.